Bonjour à toutes et à tous, merci d'être aussi nombreux encore pour ce nouveau web café consacré à la gestion fiscale et sociale des véhicules de société. Alors effectivement, nous souhaitions parler de ce sujet parce que c'est une question très importante pour tous les dirigeants d'entreprise et c'est une problématique à laquelle parfois ils sont confrontés dès la création de la société. Et il faut aussi dire que l'évolution au cours des dernières années de la politique fiscale appliquée aux véhicules en vue des objectifs de transition énergétique ont un impact non négligeable sur les coûts pour les entreprises. En effet, entre les bonus, les malus, la déductibilité de la TVA, les amortissements non déductibles, l'ex-TVS, le volet fiscal ne doit pas être négligé, d'autant que l'adoption progressive de véhicules électriques engendre des évolutions fiscales régulières de la part du législateur. Donc nous allons explorer dans ce premier volet les différentes mesures fiscales qu'il convient de connaître pour bien appréhender l'acquisition ou la location d'un véhicule de société en entreprise. La deuxième partie, traitée dans notre prochain webcafé le 15 novembre, sera consacrée à l'utilisation par les salariés des véhicules dans le cadre professionnel. On va commencer directement par voir de quoi on parle lorsqu'on parle de véhicules de société. Et donc, vous avez effectivement une distinction à faire entre les véhicules utilitaires et les véhicules de tourisme pour commencer. Donc les véhicules utilitaires, vous pouvez les voir à l'image, ce sont plutôt des camionnettes, des fourgons qui sont utilisés davantage pour le transport de marchandises ou de matériaux. Par contre, le véhicule de tourisme, c'est un véhicule qui est limité en poids et en nombre de passagers. Donc, on ne doit pas dépasser 3,5 tonnes et on peut transporter jusqu'à 8 personnes. Et donc, ces véhicules de tourisme, sur la carte grise, ils sont indiqués sous le sigle VP, voiture particulière, tandis que les véhicules utilitaires sont désignés par CTTE sur leur carte grise. Ensuite, on distingue encore la voiture de société de la voiture de fonction. Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Alors, la voiture de société est une voiture qui appartient à la société, mais qui est mise à disposition de tous les salariés. Et donc, elle est la propriété de l'employeur et elle doit être utilisée dans un cadre strictement professionnel. Avec ce type de véhicule, il n'est pas destiné à être mobilisé à des fins personnelles ou en dehors des horaires de travail, ni pendant les jours de RTT ou pendant les congés payés. Par contre, le véhicule de fonction, lui, il est attribué à un salarié et dans la majorité des cas, ce salarié peut utiliser le véhicule dans la sphère privée et hors des périodes de travail, les week-ends, comme les jours de congé. Et donc, il est considéré à ce titre comme une forme de rémunération à part entière et il doit être mentionné comme tel dans le contrat de travail. Et donc, la subtilité, c'est de bien savoir que la voiture de société peut être un véhicule utilitaire ou un véhicule de tourisme. Par contre, leur fiscalité est très différente. Et c'est ce que nous allons voir dans le point numéro 2, la fiscalité des véhicules de société. Alors déjà, sur le plan de la TVA, les véhicules de société, donc nous, on va partir du principe que les véhicules de société sont des véhicules de tourisme essentiellement. Donc la TVA n'est pas récupérable lors de l'acquisition du véhicule, ni lorsque vous êtes en location ou en crédit-bail de ce véhicule. Toutes les dépenses d'entretien et de réparation ne sont pas déductibles non plus. Donc en réalité, il n'y a pas grand-chose de déductible, mis à part les dépenses de carburant. Et encore, on est limité à 80% lorsqu'il s'agit de gasoil ou d'essence. Et on peut déduire intégralement lorsqu'il s'agit de GPL. Ensuite, vous avez les charges déductibles au niveau de l'entreprise. Donc vous avez des amortissements. C'est une immobilisation en comptabilité. Donc fiscalement, nous sommes fondés à passer des amortissements. Seulement, ces amortissements sont plafonnés. Et donc, la partie qui excède ces plafonds doit être réintégrée fiscalement. Ces plafonds sont calculés en fonction du taux d'émission de CO2 par kilomètre. Et ce sont ces plafonds qui servent de référence pour le calcul de l'amortissement non déductible et qui évolue régulièrement chaque année. Alors, on vous a reproduit le barème de 2023. Et donc, vous avez droit à un plafond de 30 000 € si vous avez un véhicule qui émet moins de 20 grammes de CO2. 20 300 € de plafond pour les véhicules qui émettent entre 20 et 50 grammes de CO2. Alors, c'est un plafond qui était identique à celui de 2022. Vous avez un plafond de 18 300 € pour un véhicule émettant entre 60 et 130 grammes de CO2 contre 60 à 135 de CO2 par kilomètre en 2022. Vous voyez que
ça change parfois d'une année à l'autre, ce qui complexifie les choses, bien entendu. Et vous avez un plafond de 9 900 € pour un véhicule émettant plus de 130 grammes de CO2, donc contre 135 de CO2 en 2022. Alors, on va prendre un exemple pour bien comprendre. Vous avez une société qui décide d'acquérir un véhicule qui vaut 35 000 € avec un taux d'émission de CO2 au kilomètre compris entre 60 et 130 grammes. La même entreprise souhaite amortir ce véhicule sur 4 ans. Alors, l'amortissement non déductible va se calculer de la manière suivante. On va prendre la valeur d'acquisition, moins 18 300, puisque c'est le plafond qui s'attribue, qui est spécifique pour les véhicules qui émettent entre 60 et 130 grammes de CO2. Et donc, ça fait 16 700 divisé par 4, ça nous fera 4 175 € d'amortissement qui ne seront pas déductibles fiscalement et sur lesquels on va payer de l'impôt sur les sociétés à 15 ou 25%. Donc ainsi, en comptabilité, on va passer 8 750 € de dotation et l'amortissement déductible fiscalement sera limité à 4 575 €. Alors, ce plafonnement, vous allez vous dire, on n'a qu'à le faire on n'a qu'à le contourner, si vous voulez, par la mise en place d'une location ou d'un crédit bail, mais bien sûr, le législateur a déjà encadré cette possibilité, et donc le plafonnement est exactement le même en cas de prise en location ou crédit bail du véhicule. Ensuite, les dépenses courantes liées au véhicule de société sont déductibles en totalité du résultat fiscal dès lors qu'elles satisfont aux conditions générales de déductibilité des charges. Il s'agit notamment des dépenses de carburant, de réparation, de l'entretien, des primes d'assurance, parking et péage. Alors ensuite, les taxes annuelles sur les véhicules de société, donc l'ex-TVS. Donc nous avons la taxe sur les véhicules de société qui a été supprimée en 2022 et qui a été remplacée à compter de 2023 par de nouvelles taxes. En fait, c'est des composants qui existaient déjà dans cette TVS. Maintenant, ils ont pris le nom de la taxe annuelle sur les émissions de CO2 et la taxe annuelle sur les polluants atmosphériques. Donc, ces 2 cotisations annuelles reprennent les mêmes paramètres que les composants de l'ancienne TVS que nous connaissions en tant que comptables. Les paiements de ces taxes doivent être effectués au plus tard le 15 janvier de chaque année. Et donc, elles concernent toutes les entreprises et non plus seulement les sociétés qui ont des véhicules de tourisme qui sont affectés à des fins économiques. Donc, ce sont des voitures qui sont destinées principalement au transport de personnes. Le barème de tarif reste identique, mais le calcul et le paiement se font annuellement et non plus par trimestre comme à l'époque. Alors, on n'a pas reproduit le barème, mais si vous voulez, la taxe annuelle sur les émissions de CO2 est déterminée en fonction du taux d'émissions de CO2, de la date de mise en circulation et dans certains cas, selon la puissance fiscale du véhicule. Tandis que la taxe annuelle sur les polluants atmosphériques est déterminée en fonction du type de carburant, donc essence ou diesel, et de la date de mise en circulation. Et donc ces taxes concernent les véhicules de catégorie M1. Donc pour faire simple, ce sont les véhicules de tourisme, voitures particulières avec maximum 8 places assises, et les véhicules de catégorie N1. Donc là, on remarque moins, c'est peut-être moins ce que c'est. Il s'agit des véhicules de moins de 3,5 tonnes de type camionnette qui peuvent transporter à la fois des petites marchandises et des personnes. Donc en général, vous avez aussi un plateau à l'arrière et au moins 2 rangs de places assises à l'avant. Et puis vous avez encore parmi les véhicules de cette catégorie, une sous-catégorie spécifique, ce sont les camions, les pick-up avec 5 places assises minimum. Et ces taxes, pour finir, sont non déductibles du résultat fiscal pour les sociétés soumises à l'IS, mais restent déductibles pour les entreprises imposables à l'impôt sur le revenu. En plus de ces taxes, on va faire un petit exemple pour bien comprendre, parce qu'on ne va pas essayer de trop rentrer dans la technique fiscale. Vous avez un véhicule qui a été acquis le 1er janvier 2014, qui roule en diesel, et dont la première mise en circulation a été faite le 30 juin 2009. Donc il émet 230 grammes de CO2 par kilomètre et il ne relève pas du nouveau dispositif d'immatriculation. Pourquoi? Parce qu'à partir de mars 2020, vous avez un nouveau système de mesure des émissions de gaz par les voitures qui s'appelle le WLTP. Et avant, on se basait sur un autre référentiel qui était applicable depuis janvier 2006 jusqu'au 28 février 2020. Donc, pour notre exemple, la taxe annuelle sur les émissions de CO2, on va prendre 230 grammes de CO2, parce que c'est le taux d'émission par kilomètre, fois 23,5. Et donc, on va avoir 5 405 €
au titre de la taxe annuelle sur les émissions de CO2. Ensuite, on va se référer sur le barème des véhicules mis en circulation de 2006 à 2010 pour les véhicules diesel, et il faut encore payer 300 €. Donc 5 405 plus 300, ça nous fait une taxe annuelle de 5 705 € à payer chaque année, et qui ne sera pas déductible du résultat fiscal si la société est soumise à l'impôt sur les sociétés. Donc on voit bien que plus le véhicule est ancien ou polluant, et plus les taxes sont lourdes et dissuasives. Et puis, il ne faut pas oublier, en dehors des taxes annuelles sur les véhicules de société, le fameux malus écologique. Alors, le malus écologique, il démarre, selon le nouveau barème, à partir de 123 grammes de CO2 par kilomètre, contre 128 grammes en 2022, et il s'élève jusqu'à 50 000 € au-delà de 225 grammes de CO2. Donc, c'est relativement très dissuasif. Et ce malus concerne tous les achats de voitures neuves, achetées ou louées dans le cadre d'une location longue durée ou location avec option d'achat d'une durée minimale de 2 ans. Et enfin, vous avez encore un petit dernier, c'est le malus au poids, et donc qui s'applique pour les achats de voitures neuves au-delà de 1800 kg. Vous payez 10 € par kilo supplémentaire. Donc vous avez un véhicule qui fait par exemple 1 tonne 9, il y a 100 kg de différence. 100 fois 10, ça fait 1 000 € de malus au poids. Alors ces malus sont quand même déductibles du résultat fiscal. Alors, face à cette fiscalité assez lourde pour les véhicules de société, comment faire pour défiscaliser un tout petit peu ce genre de véhicule? Alors, on va commencer par le plus simple. Il s'agit des véhicules utilitaires, où là, c'est très simple. Vous n'avez pas de taxe annuelle sur les véhicules de société à payer. La déduction fiscale des amortissements d'utilitaires s'effectue à 100%, et les dépenses dues à la voiture de service se déduisent du résultat de l'entreprise en intégralité. Du point de vue de la TVA, la société récupère celle qui a été payée pour acheter le véhicule professionnel, et celle qui est pratiquée sur les dépenses liées à l'entretien, ainsi que le carburant à 100%, qu'on soit en diesel ou en essence. Alors que je vous rappelle que pour les véhicules de tourisme, nous sommes limités à 80%, que ce soit de l'essence ou du diesel. Ensuite, nous allons sur les véhicules de tourisme hybrides. Donc hybrides, ce sont ceux qui se rechargent automatiquement. Euh, pouvez alimenter le véhicule par de l'essence ou du gasoil, mais il a une batterie électrique qui se recharge au fur et à mesure aussi pendant qu'elle roule. Donc ces véhicules hybrides sont moins polluants et profitent un petit peu d'avantages fiscaux pour stimuler leur utilisation professionnelle. Donc la taxe sur les polluants atmosphériques reste due, mais celle sur les émissions de CO2 n'est pas exigée pour les véhicules hybrides qui remplissent des critères liés à la source d'énergie et au niveau d'émissions de CO2. Donc vous devez combiner une source d'énergie entre l'électricité et l'hydrogène d'une part, et d'autre part le gaz naturel, le gaz liquéfié, l'essence ou le superéthanol E85, ou alors le gaz naturel et le GPL, et d'autre part l'essence ou le superéthanol E85. Donc on voit bien que ce dispositif ne concerne pas les hybrides diesel. Et en plus de ça, il faut également remplir l'un des autres critères. Donc si vous avez un véhicule qui a été immatriculé à partir du 1er mars 2020, il ne doit pas excéder des émissions de CO2 de 60 grammes par kilomètre ou 50 grammes par kilomètre, selon le référentiel qui était applicable du 1er juin 2004 au 28 février 2020. Et puis par ailleurs, au niveau du plafond des voitures hybrides, si la voiture hybride arrive à émettre moins de 50 grammes de CO2, mais plus que 20, vous avez un plafond qui est un peu plus haut, c'est-à-dire 20 300, ou alors 30 000 si vous êtes entre 0 et 19 grammes de CO2. Après les voitures hybrides, vous avez la possibilité d'avoir des voitures hybrides rechargeables. Donc la différence, c'est qu'elles disposent d'une prise pour se recharger leur voiture électrique par rapport aux autres véhicules hybrides qu'on a vus avant. Et donc, quels sont les avantages fiscaux pour ce type de véhicule? Vous avez une exonération temporaire ou définitive de la taxe annuelle sur les émissions de CO2 pour les voitures qui combinent essence et gaz, sachant que la taxe sur les polluants atmosphériques restera due. Alors, si vous êtes en dessous d'une émission de moins de 60 grammes par kilomètre, vous êtes exonéré de manière complète et définitive de la taxe annuelle sur les émissions de CO2. Et si vous êtes entre 60 et 100 grammes, vous aurez une exonération temporaire. Donc, c'est-à-dire qu'au bout de quelques temps, vous serez soumis à cette taxe-là.
Alors, je ne reviens pas sur les plafonds d'amortissement qui sont les mêmes que pour les hybrides non rechargeables, entre guillemets. Et jusqu'au 31 décembre 2022, le bonus écologique s'adressait aux véhicules hybrides rechargeables ayant un taux d'émission de CO2 inférieur ou égal à 50 grammes par kilomètre. Malheureusement, depuis le 1er janvier 2023, ce bonus écologique n'est plus attribué aux motorisations hybrides rechargeables, quelle que soit la catégorie du véhicule. Et on rappelle que dès 123 grammes de CO2, aux normes WLTP, les motorisations hybrides rechargeables se voient appliquer une écotaxe. Donc c'est le fameux malus. Alors dans les autres avantages, bon, l'exonération de la taxe sur les certificats d'immatriculation, on n'en parle pas trop parce que dans le Grand Est, on n'en a pas. Par contre, vous avez une prime à la conversion, donc pour les sociétés, les personnes morales, les hybrides rechargeables dont l'autonomie est supérieure à 50 km et dont le prix d'achat est inférieur à 60 000 € peuvent bénéficier d'une prime à la conversion quand vous remplacez vos anciens véhicules par ce type de nouveaux véhicules. Et enfin, vous avez le véhicule 100% électrique. Donc là, vous avez une exonération totale des taxes annuelles sur les véhicules de société. Vous avez un amortissement qui a le plafond le plus haut, c'est-à-dire 30 000 € si on a un taux d'émission inférieur à 20 grammes par kilomètre. Et vous avez encore un bonus écologique, bien qu'il ait diminué de 1 000 € pour les voitures électriques de société. Vous avez quand même 3 000 € pour les véhicules électriques neufs, dont le prix d'achat est inférieur à 47 000 € et dont la masse en ordre de marche est inférieure à 2,4 tonnes. Vous avez 1 000 € pour les véhicules électriques d'occasion de plus de 2 ans et 4 000 € pour les camionnettes électriques neuves, N1, de catégorie N1. Ensuite, la TVA sur l'électricité nécessaire à la recharge de ces véhicules est intégralement récupérable. Bon, l'exonération de la taxe sur le certificat d'immatriculation, on n'en parle pas dans le Grand Est puisqu'on n'y a pas droit, mais ça peut être le cas dans d'autres régions. Et vous avez une prime à la conversion de 2 500 € si vous remplacez, si vous mettez en rebut un véhicule diesel immatriculé avant le 1er janvier 2011 ou une essence immatriculée avant le 1er janvier 2006. Le barème de la prime reste par ailleurs inchangé en 2023 par rapport à 2022 et les voitures électriques peuvent bénéficier d'une prime à la conversion de 2 500 € pour l'achat d'un véhicule de tourisme électrique dont le prix d'achat est inférieur à 47 000 € et dont le poids est inférieur à 2,4 tonnes. Et bien sûr, cette prime à la conversion peut être cumulée avec le bonus écologique, c'est déjà ça. Et puis, je voulais juste encore vous rappeler que vous pouvez bénéficier, si vous installez une borne électrique à votre domicile, à votre résidence principale ou votre résidence secondaire, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt qui est égal à 75% du montant des dépenses de fourniture, du matériel et de pose facturées avant le 31 décembre 2025, sans pouvoir dépasser 300 € par système de charge. C'est toujours mieux que rien. Enfin, l'utilisation de son véhicule personnel à titre professionnel, parce qu'effectivement, on n'est pas obligé de louer ou d'acheter par l'entreprise le véhicule. Et donc, que vous soyez salarié ou dirigeant, vous pouvez appliquer ce que j'appelle le régime des indemnités kilométriques. Alors, il est soumis à plusieurs conditions. Donc, la première, c'est que le déplacement doit être effectué pour les besoins de l'activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise. La personne qui utilise le véhicule doit en être propriétaire. Elle doit justifier son déplacement avec la date et le lieu de départ, l'objet de la mission, le nom du client ou du partenaire rencontré, les kilomètres qui ont été effectués. Elle doit fournir une copie sur sa carte grise, avec en effet le forfait en fonction des chevaux fiscaux du véhicule. Alors c'est assez contraignant dans le terme d'utilisation, mais il y a quand même des avantages à utiliser ce système-là. Alors pour l'utilisateur du véhicule, le remboursement perçu des indemnités kilométriques n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu, ni à charge sociale, ce qui est déjà très intéressant. Et pour l'entreprise, la somme versée est 100% déductible du résultat de l'entreprise. Alors bien sûr, à condition de fournir les justificatifs qui ont été engagés par le conducteur. Un véhicule personnel utilisé dans le cadre professionnel n'est pas soumis aux taxes annuelles sur les véhicules de société, sauf pour ceux qui qui ont des remboursements d'indemnités kilométriques qui représentent plus de 15 000 km par an, voire plus, sachant que vous pouvez bénéficier encore d'un abattement pour les petites entreprises.
Enfin, pour une entreprise qui dispose d'un effectif salarié, le coût du véhicule est supporté par ses salariés, ce qui limite les frais engagés pour la gestion de la flotte automobile. Par contre, ça représente aussi quelques inconvénients, c'est-à-dire qu'il faut tenir un bon carnet de route avec les informations nécessaires pour justifier les conditions que j'ai énoncées précédemment. Et puis, bien sûr, il faut calculer, contrôler les décomptes d'indemnités kilométriques, etc. Donc, tout ceci est relativement, ça peut être volumineux selon le nombre de salariés qu'on a. Et il faut juste faire attention aussi que le remboursement des indemnités kilométriques dans le cadre du déplacement de son domicile à son lieu de travail n'est possible que si le salarié ou le dirigeant est formellement obligé d'utiliser son véhicule personnel pour se rendre à son poste. Nécessité absolue, horaire imposé non compatible avec les transports en commun, etc. Alors, souvent on se pose la question s'il s'agit de passer par la méthode des indemnités kilométriques ou pour acheter un véhicule de société. On a envie de dire que c'est un calcul qu'il faut faire au cas particulier pour chacun. Tout dépend du nombre de kilomètres qui sont parcourus dans le cadre de l'exercice de l'activité et du nombre de salariés susceptibles de demander un remboursement. Alors, nous pouvons vous aider en tant qu'expert comptable à réaliser ces simulations fiscales pour vous valider la formule la plus intéressante pour votre entreprise. Et puis, nous pouvons également faire on va dire, les calculs prévisionnels que vous pourrez avoir en termes de taxes annuelles sur les véhicules de société, selon les véhicules que vous comptez acquérir. Et enfin, vous avez une dernière possibilité pour la prise en compte de vos frais de véhicule, toujours dans le cadre d'une utilisation de son véhicule personnel à titre professionnel. Alors, dans les entreprises individuelles ou les sociétés qui sont soumises à l'IR, lorsque le véhicule appartient au chef d'entreprise et qu'il n'est pas inscrit à l'actif de l'entreprise, celui-ci peut déduire de ses charges d'exploitation la quote-part des frais afférentes à l'utilisation professionnelle de ce véhicule, donc une quote-part de prime d'assurance, une quote-part de frais d'entretien, une quote-part de réparation ou de carburant, qui sont bien sûr qui représentent la partie professionnelle de ces dépenses. Lorsque l'entreprise relève des BNC, l'évaluation des frais peut se faire par référence au barème kilométrique forfaitaire publié tous les ans par l'administration fiscale. Par ailleurs, les entrepreneurs individuels relevant des BIC, soumis à des règles particulières qui sont sur le régime simplifié d'imposition et qui ont opté pour une comptabilité super simplifiée, sont autorisés à utiliser un barème carburant spécifique. Enfin, pour les sociétés qui sont soumises à l'IS, une alternative aux indemnités kilométriques, eh ben, c'est de calculer euh, de se faire rembourser par leur société les frais réels utilisés pour l'entreprise, utilisés par la voiture. Alors bien sûr, si le chef d'entreprise utilise le véhicule de fonction à des fins personnelles, cela constitue un avantage en nature soumis à cotisation sociale et imposable à l'impôt sur le revenu. L'avantage en nature peut être évalué sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un montant forfaitaire. Si le chef d'entreprise est TNS, gérant majoritaire de SARL ou gérant associé EURL ou entrepreneur individuel, l'avantage en nature est obligatoirement évalué d'après les dépenses réellement engagées. Voilà, donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la gestion fiscale des véhicules de société. C'est une gestion assez ardue, hein, qui se complexifie d'année en année. Et donc, il était, à mon sens, intéressant de faire un topo sur la fiscalité actuelle des véhicules de société. Alors, nous n'avons pas de questions par rapport à ça. Je vais donc m'arrêter là. Et bien sûr, nous nous tenons à votre disposition pour toute question à ce sujet. N'hésitez pas à voir la deuxième partie qui aura lieu donc le 15 novembre prochain sur la gestion sociale des véhicules de société par les salariés. Je vous remercie pour votre présence et vous dis à bientôt. Bon après-midi. Au revoir.